Bonjour et bienvenue dans le port de Satikos et bienvenue avec les contre-torpilleurs américains, ici le Nicolas. Alors, cette vidéo, on va essayer d'explorer comment dirais-je, les contre-torpilleurs, le gameplay des contre-torpilleurs de middle tier 5, 6, sachant qu'ils vous préparent véritablement au type de gameplay que vous pouvez rencontrer ensuite en tier 7, 8, 9, 10. Donc, il y a un réel intérêt à cette vidéo. On a déjà exploré les arbres technologiques en général des destroyers. On a vu un peu les différentes gameplays dans une précédente vidéo. On a exploré l'arbre technologique des croiseurs japonais. On a exploré aussi les porte-avions, qu'ils soient américains ou japonais. Cette fois, on va travailler sur le gameplay des contre-torpilleurs américains. Il y aura peut-être comme ça des vidéos où j'aurai besoin, j'éprouverai le besoin de vous expliquer le gameplay de certains autres croiseurs selon les nationalités, pour voir un petit peu s'il y a une constance et s'il y a une progression possible et une explication possible sur la manière de les jouer. Là, pour l'instant, on est sur les contre-torpilleurs américains. Alors, les contre-torpilleurs américains, on commence, boum, voilà, ça c'est l'arbre technologique américain. On commence par le Samson, le Wykes, le Clemson. Ces trois premiers contre-torpilleurs, le Clemson essentiellement, vous préparant véritablement à ce qui est, avec le Nicolas, ce qui est le premier bon contre-torpilleur américain. Clemson n'est pas mauvais, hein, il n'est pas mauvais, il manque juste un petit peu de pêche. Le Nicolas commence à l'éprouver cette pêche. Alors, les contre-torpilleurs américains, donc on a ces trois premiers, ensuite Nicolas Farragut Mahan. C'est pareil, il y a une constante, une progression. On s'aperçoit pas vraiment, mais quand on arrive au Mahan, on apprend déjà à se servir du Benson, puis ensuite Fletcher et Gehring, ce sont les hauts tiers, les très hauts tiers américains. Et chacun de ces contre-torpilleurs vous prépare réellement au type de gameplay que vous allez rencontrer au tiers supérieur. Il y a une vraie constante, il y a une vraie logique. Voilà, il y a une vraie logique. À la différence d'autres lignes, je pense à certains croiseurs comme les Russes, comme même les croiseurs américains, qui sont assez déstabilisants parce qu'on passe d'une logique à une autre, d'un tiers à un autre, c'est assez consternant. Alors, qu'est-ce que nous avons vu l'arbre technologique. Ensuite, on a 4 premiums, le Smith, qui est une vague plaisanterie, on va dire. C'est un navire qu'on gagnait très facilement, trop facilement. Le résultat des courses, c'est un navire. On l'a essayé. La plupart de ceux que je connais l'ont joué une fois, deux fois, puis ont arrêté très vite parce que c'est. Ben voilà quoi. Hein. Le Sims il est actuellement en vente au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire en mi-mars, fin mars 2018. Il est en ce moment en vente en tant que navire premium, mais à une époque, et c'était mon cas moi quand j'ai connu le jeu, c'est-à-dire il y a 3 ans maintenant, moment de la bêta fermée. Si on s'abonnait au jeu alors que la bêta fermée n'était pas encore tout à fait terminée, on obtenait effectivement le Sims en récompense, en cadeau de bienvenue. Donc j'ai le Sims dans cet état d'esprit. C'est un excellent destroyer qui a quasiment des canons de tier 8-9. Par contre, qui est très très fragile, comme tous les destroyers, mais peut-être plus encore que son équivalent de la technologique. Et des torpilles qui sont à 5 km, c'est pas terrible. Le Kid, alors le Kid, lui c'est pareil. C'est un tout nouveau premium. Je ne l'ai pas encore essayé, je ne peux pas encore vous en parler. Le Black, c'était une récompense lorsqu'on finissait premier des batailles classées. Donc inutile de vous dire que c'est une récompense pour très très bons joueurs. On en croise très peu. Et généralement, quand vous croisez un Black, c'est que vous avez affaire à quelqu'un de vraiment très très bon. Alors, on ferme la parenthèse, on a présenté l'arbre. Maintenant, quelles sont les capacités, les caractéristiques des destroyers américains? La première qualité des destroyers américains, c'est la durée du nuage de fumée. Le nuage de fumée est très long en termes de durée et en termes d'intensité, si vous voulez.
Donc là, c'est un des gros avantages, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez posé votre, entre guillemets, smoke, ben, vous êtes tranquille pour presque pas loin de 2 minutes. Ce qui est énorme, ce qui est énorme, parce que là, vous pouvez, si vous avez si vous avez, comment dirais-je, un navire en cible, vous pouvez la slatter pendant 2 minutes, c'est très long, sauf que vous avez un reload très court, c'est très long, et vous pouvez lui mettre beaucoup de dégâts. Deuxième avantage, la vitesse de rotation des tourelles. C'est pratiquement les meilleurs. Oui, c'est la meilleure vitesse de rotation des tourelles de tous les contre-torpilleurs et torpilleurs réunis. C'est ce qui en fait un chasseur de destroyers particulièrement efficace. Quand vous jouez les contre-torpilleurs américains, n'hésitez pas à partir en combat tournoyant avec les autres destroyers. Vous y gagnerez. Alors après, bon, il y a peut-être deux écoles. Je connais un joueur dans mon clan qui aime beaucoup jouer les contre-torpilleurs russes et allemands. Il serait probablement pas d'accord avec moi. D'ailleurs, il n'a pas trop monté les contre-torpilleurs américains. Il préfère les Russes et il est tombé amoureux des Russes et des Allemands. Il serait probablement pas d'accord avec moi en tant que pour dire que les destroyers américains sont des chasseurs de DD. Mais après, bon, c'est une question d'opinion. Dernier, vitesse de rechargement, je l'ai esquivé, c'est pendant le point numéro 2. Effectivement, ils ont un, entre guillemets, reload de malade. Et surtout quand vous commencez à arriver au Benson et au Fletcher, c'est juste infâme, quoi. Vous asthmatez, vous êtes véritablement contre, on va dire, un cancer. Alors, bon, là, on a vu les... Comment dire, non, je ne vais pas sortir du jeu, merci. On a vu très vaguement les capacités de ces navires. Maintenant, on va voir deux gameplays. Deux gameplays très différents. Et en même temps, qui, tous les deux, vont illustrer la capacité qu'ont des contre-torpilleurs à régner, lorsque la partie est bien faite, à régner sur une bataille, comment on va gérer un contre-torpilleur dont la dissimulation est loin d'être la principale qualité. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé de cette dissimulation. C'est une des plus mauvaises, tiers par tiers, des contre-torpilleurs. Elle n'est pas terrible. Ben voilà, quoi, à partir du moment où vous avez une dissimulation pourrie, et quand c'est le cas de tier 5, tier 6, vous avez une portée de torpille qui équivaut à votre dissimulation, on voit qui est moins bonne que votre dissimulation encore. Ben vous hésitez à servir de la torpille, ce n'est pas très efficace. On attaque, rendez-vous tout de suite en bataille. Et nous sommes partis, donc je suis à bord de mon Nicolas, contre-torpilleur américain de tier 5. Nous sommes sur la map Nouvelle Ère en mode capture de base. Comme vous pouvez le constater, je suis tout en bas. C'est une position que j'affectionne particulièrement sur cette partie de la carte, en tout cas quand on arrive au sud. J'aime bien assez me faufiler jusqu'à cette grande île qui apparaît là. Et mon propos va être de faire effectivement du spot passif dans un premier temps. Alors, comme je l'ai dit dans la présentation, on parle pas beaucoup sur ma chaîne. Et même, dans le général, je trouve que les destroyers américains sont un peu les parents pauvres, un peu abandonnés dans ce contexte. On les croise beaucoup en très haut tiers. Goering, Benson, c'est vrai, même un peu de Mahan. Mais avant, c'est un peu des passages obligés. C'est un peu dommage parce que je vais essayer de vous prouver. J'ai envie de vous prouver que le Nicolas et d'autres contre-torpilleurs américains sont bons. Alors, restons dans la bataille. Bon, là, je suis sur le Phoenix. Je le surveille. Comme je vous l'ai dit, c'est du spot passif. Donc, Phoenix, puis derrière un courbé. Tier 4 aussi. Alors, on a des grands bavards sur le chat, c'est assez agaçant. Là, je me suis mis à la paix, parce que c'est un Phoenix, tout simplement, et qui va forcément se balader de flanc. Je me souviens plus, c'est très longtemps que j'ai pas joué avec le Phoenix, je me souviens plus la portée de ses torpilles. Je crois que c'est quelque chose comme 6 km, ou 5,5 comme le Nicolas. Donc pour l'instant, je suis dans mon nuage de fumée.
Je recule beaucoup. Mais l'idée c'est d'éviter justement de prendre des torpilles Phoenix. Il est à 8 km, j'ai pas grand chose à craindre malgré tout. Alors cette première partie peut paraître assez statique, et elle va l'être assez statique, mais il va y avoir un bon passage. Là on aperçoit le Janeway qui visiblement va venir me chercher et veut me spotter, donc il est obligé pour ça quasiment de rentrer dans ma smoke, de manière à ce que je sois spoté par le Phoenix, que je sois visé par le Phoenix, je veux dire. La Phoenix prend tellement cher que le pauvre... Les torpilles ont l'air pas mal, vraiment pas mal. Mais il se trouve que le Phoenix va brusquement virer, voire accélérer, et elles vont pas passer d'ailleurs d'assez peu, le loop d'assez peu. Là j'ai un autre Phoenix qui lance ses torpilles. Ouais, je sais pas. Il doit être à une bonne dizaine de kilomètres. Là, je sais qu'il y a un autre destroyer, probablement le V170, puisqu'ils les ont casés, et voilà le Phoenix qui a été coulé. Donc là, je vais torpiller dans la smoke, et j'ai été repéré, c'est le Janeway. Je vais casser son moteur, et je m'enfuis, parce que bon... Ouais, c'est un destroyer qui me tire à cette cadence-là. Je lance un nuage, un premier set de torpilles un peu dissuasif. Le Janeway s'est enfui. Là, il m'a lancé des torpilles en eau profonde. Il n'a pas compris que les eaux profondes... Ou alors il trouve que le Nicolas c'est trop gros. Ça vaut bien croiseur, je sais pas. Bon, on lui casse le moteur. Les torpilles qui volent un peu dans tous les sens. Malheureux Janeway n'a pas franchement compris, donc pas très habitué, parce que la manière dont il s'enfuit, ben voilà, il se prend une île. Et je vois le V170, effectivement. Là, je prépare mes torpilles, mais bon, je vais pas pouvoir les lancer, parce que, là voilà, le V170 est sorti par l'Emerald. Je suis quand même bien soutenu derrière moi. Il y a un cuirassé, deux cuirassés, un croiseur, deux croiseurs, un troisième qui est dans l'autre, qui est entre les deux îlots, plus au centre. Donc on a une belle offensive de notre côté. Encore des torpilles dans mon dos, qui ne peuvent venir effectivement que d'un allié. Je serrais les fesses là quand même, pas mal. Bon, c'est clair, comme vous pouvez le constater, que le Nicolas se joue essentiellement au canon. Tout comme peuvent se jouer éventuellement au canon, essentiellement des contre-torpilleurs russes. C'est à peu près le même principe. Alors, pour autant, comment dire, le mystère, c'est pourquoi on joue plus les contre-torpilleurs russes. Est-ce que les Russes sont plus populaires que les Américains? Ça, c'est une bonne question. Alors là, il va se passer une petite séquence. Alors, je vais faire une ellipse probablement, parce que ça va être une séquence assez lente, puisque je vais chasser le courbet. Vous voyez, comment dirais-je, je me suis mis dans son sillage, et puis ben, je vais le suivre, avec l'idée de le rattraper, de torpiller. Mais la course va être assez lente, donc comme j'ai pas franchement envie que cette vidéo soit très longue, et que ça va être une partie tout à fait inintéressante, on va faire une ellipse. On reprend la partie à un moment où on vient de perdre l'Emerald. Il y a un Mutsuki pas très loin. Quand on regarde des navires qui me suivent, ils ne m'ont pas suivi très fort. Ils n'ont pas poussé, c'est très étonnant. Je suis un peu seul. Je m'attendais à être beaucoup plus suivi. Là, le courbet me voit. Et le courbet, ce que je pense, c'est qu'il me voit parce que j'ai pas réglé ma vitesse, mais en fait, c'est le Mutsuki qui vient de couler l'Emerald, qui s'attaque à moi maintenant. Aussitôt, je bascule, et là, évidemment, je l'ai dit à plusieurs occasions quand je parle des torpilleurs japonais, ne rentrez pas en dogfight contre un Américain ou un Russe, c'est peine perdue.
Là, le Mutsuki, ben, il est encore, il est un petit peu en PLS, on va dire. Parce qu'il met sa smoke, mais il en sort tout de suite. Est-ce que je lance mes torpilles? Non. Si, je les lance. Mais ça servira à rien, voilà. Frappe des vastes sur le Mutsuki, une seule torpille suffit. Hein. Frappe des vastes, c'est purement symbolique. Le courbé continue de me voir, mais il y en a un autre qui me voit, c'est le Koenig. Je ne l'ai pas encore vu, voilà, boum, c'est lui qui me voit. Donc là, je vais lancer mes torpilles, je vais ralentir sèchement. Et je mets mon nuage de smoke, mon nuage de fumigène, pour pas choquer les puristes, on va parler français jusqu'au bout. Donc je lance, mes torpilles ne l'atteindront pas. Il y en a encore un joyeux qui a lancé des torpilles un peu n'importe comment. On se demande qu'est-ce qu'il visait là. Le courbé, de toute façon, ne peut plus me toucher, ne peut plus me voir. Là, c'est le courbé. C'est le courbé qui ne peut plus me toucher, mais qui va toucher. À l'aveugle, dans le nuage de smoke. Bien joué à lui. Et là, bah, c'est la deuxième fonction du contre-torpilleur américain. Le nuage de fumigène est très long. Et une fois que vous êtes dans une position relativement safe, vous pouvez en profiter parce que, et puis vous pouvez vous servir du reload des canons qui est énorme. Et là, vous pouvez mettre pas mal de dégâts. Là, j'en suis à 33 000 de dégâts. Encore un tir du courbet par-dessus mon échine. Il m'a bien joué, mais cette fois, il m'a loupé. Alors là, quand on regarde, on s'aperçoit que les deux croiseurs qui m'ont suivi font le tour de la petite île. Et le cuirassé, il est resté sur place, là-bas, tout au loin. On le voit, là-bas, tout au fond. Le Kaiser, tier 4, contre un courbet et un Koenig. Il n'a pas osé s'approcher. On peut le comprendre. Donc maintenant, mon propos, c'est... je suis en train de bâtir une stratégie. Qu'est-ce que je fais? Passer entre les deux cuirassés, balancer les torpilles de droite et de gauche, parce qu'on a 4 sets de torpilles. On a 2 x 2, 2 par côté. C'est pas comme les Japonais qui ont un set qui fait 360 degrés, qui peut tourner et que vous pouvez balancer d'un côté ou de l'autre. Là, vous avez que 2 sets de torpilles par côté, par flanc. D'ailleurs, je sais pas si on les voit bien. Ouais, on les voit bien. On les voit bien ici. Donc le Koenig est coulé, il reste plus que le courbet. Et là, bah, il y a l'attaque Banzai, quoi. J'ai pas fait assez de dégâts pour ma satisfaction personnelle. 33 000, je considère que c'est pas suffisant. Donc là, ça y est, le courbet me voit. Et je suis rentré, effectivement. J'ai essayé de rentrer dans mon aire comment dirais-je, de détection. Donc le courbet va forcément me tirer dessus. Je suis l'adversaire le plus redoutable pour lui. Même s'il y a effectivement sur le côté un Fujin, qui est un japonais, je le rappelle, pas confondre avec le Fuchun. Là, il me met mal, c'était fatal. La bataille n'a plus beaucoup de suspense. Hein. Là, je fais semblant de tourner, et puis vite, je me remets droit. Ça n'empêche pas de me toucher grâce à ce secondaire. Mais j'essaie de l'obliger à tirer. Une torpille au but. Et là, le deuxième set que je viens d'envoyer risque d'aller être fatal. Par contre, il me fait très très mal, naturellement. Non, pas fatal. Alors bon, ben voilà. J'ai prévu qu'il allait faire un virage très sec, mais là, une seule torpille aura suffi. 63 000 de dégâts. Ça, c'est fait. Il me reste naturellement plus grand-chose comme vie. Et un Iron Duke pour finir. 63 000 de dégâts, ça commence à devenir intéressant. Je suis à un tier 5. Alors là, on destroyait le théorème de Starcade que vous connaissez. Tiers fois 10 000. Je suis pas forcément convaincu que ce soit un bon calcul. Mais ça donne une référence, ça donne une limite, quoi. Donc là, j'attends tranquillement que mes 2 sets reviennent. J'ai largement le temps. Il est à 8 km, mais il revient à toute allure vers moi. Et quand vous regardez la minimap, il va intercepter mon arc
limite, ma portée limite de torpille à un moment ou à un autre. Donc comme il a l'air de vouloir faire un tout droit, ben on va regarder comment je tire mes torpilles. Voilà, une dans le bon alignement et une, j'anticipe, non, oui, j'anticipe un virage vers la droite, vers sa gauche à lui, vers ma droite à moi. Et ils sont pas tous de mauvais tireurs, malheureusement. Là, boum. Mais c'est pas grave. On va sauver l'essentiel de l'équipage. Et mes torpilles sont plutôt belles. Boum, et boum. 2 torpilles au but. Retour au port avec le Nicolas, pour regarder d'abord les écrans de la bataille. Alors, 6739 d'XP, 590 d'XP libre. Donc j'ai eu soutien, frappe dévastatrice et ce n'est qu'une égratignure. 95 coups au but, seulement 3 incendies, mais c'est pas un mauvais ratio, hein, ceci dit. 6 torpilles au but pour 4 inondations, c'est un assez bon ratio. 5 éléments neutralisés, c'est plutôt pas mal. Je suis premier avec 1600 points. Le Fuchin, le japonais, qui est un premium japonais, est pas mal, mais un petit peu loin derrière moi quand même, c'est dommage. Et en termes de dégâts, bien j'ai mis 33 000 sur le Courbet, 11 000 sur l'Iron Duke, 11 000 sur le Mutsuki. Vous voyez que c'était des torpilles qui faisaient très mal, ce sont des torpilles qui font très très mal. 75 à l'explosif, 20 en perforant, 4000 de dégâts en perforant, c'est essentiellement sur le Phoenix. Et 75 en explosif, ce qui a occasionné 3 incendies, on l'a vu, pour 2200 de dégâts. Les inondations, on fait 5000 de dégâts, mais on fait 45 000 de dégâts, comment dirais-je, en choc, en termes de torpilles. J'ai tanké 803 000, pour un tier 5, c'est assez costaud. Et j'ai parcouru 63 km, voilà, pour les écrans. Et voilà, pour le Nicolas. Pour la bataille suivante, on va faire un petit tour de magie. On va passer au Farragut, on va quitter le Nicolas. On passe au Farragut, le Farragut donc qui est le suivant dans l'arbre technologique, celui qui suit le Nicolas. C'est un contre-torpilleur, bon bien sûr plus puissant, qui vous apporte une petite modification en termes comment dirais-je, d'armement. Alors c'est exactement le même armement en termes de canon. Des 4 x 127, il n'y a pas de problème. 4 x 1, vous voyez, ce sont des canons uniques. Et par contre, en termes de torpilles, on a vu tout à l'heure que le Nicolas avait 4 sets de 3 torpilles, 2 de chaque côté. Là, on passe au Farragut qui a 2 sets de 4 torpilles. Et vous voyez, ce sont des sets, on les voit bien au centre là, qui tournent sur 360 degrés. C'est donc la même philosophie que les torpilleurs japonais. Les torpilles du Farragut sont un poil plus rapides que celles du Nicolas. 56 nœuds pour le Nicolas, 64 nœuds pour le Farragut. Enfin, la dissimulation est bien sûr un peu moins bonne du côté du Farragut que du Nicolas. C'est assez symbolique. Hein. 6-7 pour le Nicolas et on passe à 7-3 pour le Farragut. Voilà pour l'explication technique. Donc on passe tout de suite en bataille. On va voir la suite durant la bataille. Bien, nous sommes à bord du Farragut, donc le destroyer américain de tier 6, le contre-torpilleur américain de tier 6. La map c'est Dean de Fire. Et il s'agit de Falco à bord de son Farragut qui est en division avec Machinchin et Polon. Donc 3 membres du clan réunis pour l'occasion. Alors, ligne de faille à cet endroit-là, effectivement il n'y a que 2 contre-torpilleurs, Farragut et Aigle, du côté de l'équipe verte. 2 contre-torpilleurs, Farragut et Aigle, parfaitement équilibrés. Sinon, ils ont du tier 7, Scharnhorst, Nagato, York et Miyoko. Et en face, Colorado Scharnhorst, Fiji et York. Relativement équilibrés.
On va pas critiquer. Bon, comme d'habitude, Falco nous fait faire des tours de manège avec sa caméra. Il nous donne un peu le mal de mer, mais c'est le propos, hein. Nous sommes à bord d'un navire. Et visiblement, il est parti pour faire l'éclaireur au centre. Alors ça, c'est une démarche sur laquelle je ne me risque pas, surtout avec un Farragut qui n'est pas le roi de la dissimulation. 6 km 4. Non, 7 km 3. 7 km 3. C'est torpilles qui doivent porter à 6,4 théoriquement. Donc pour l'instant, ben, sa chance c'est qu'il n'y ait pas de contre-torpilleur ennemi qui se soit pointé sur B. Donc ça va, il va pouvoir caper tranquillement. C'est la loterie, hein, ce genre de démarche, c'est la loterie. On a vu que là-bas il y avait un Kirishima, ce que le mode Aslan ne nous dit pas, puisqu'il nous dit que c'est un Kongu tout court. En fait, quand on voit comment dirais-je, le camouflage, on voit bien que c'est un Kirishima. Pour le reste, l'aigle là-bas. Il serait bien de savoir où est. Ah, voilà, d'autres destroyers, c'est le Farragut. Vient lui contester, il a réagi un peu tard. Et évidemment, il y en a toujours qui ont le doigt sur comment dirais-je, le doigt sur la détente et qui ont très vite réagi. Il a réussi à prendre quelques dégâts. Le Farragut va rentrer dans le cap pour lui contester. Voilà qui est fait. Va-t-il commettre l'erreur de faire un tout droit? J'en doute. Ou alors c'est un très mauvais joueur de destroyer et il ne mérite pas de continuer à vivre. Enfin, le destroyer. On va pas parler du joueur quand même. Voilà, il est revenu à un endroit relativement protégé. On voit que là-bas il y a une smoke aussi. Il continue à faire tourner la caméra d'une manière erratique. Le Kongu n'est pas visible. Dommage. Et comme prévu, effectivement, le Farragut ennemi n'a pas fait son tout droit. En fait, ça valait le coup d'essayer quand même. Il est probablement dans son nuage de fumée à attendre que ça se passe. Et comme là, la fumée des Américains est très lente, enfin très, très longue en termes de durée, il attend de recharger ses torpilles, mais il va falloir encore... ben non, c'est bon, il les a rechargés. Alors, on torpille le nuage de fumée ou pas? Non, on charge le nuage de fumée. C'est beaucoup plus drôle. Je découvre comme d'habitude, hein, quand je regarde des replays qui me sont envoyés. Généralement, je les commande dans les conditions du direct, exactement comme si j'étais en train de suivre la partie par-dessus l'épaule du pilote. Voilà, il est vu. Et oui, et le Farragut, est-ce qu'il va avoir le temps de lancer ses torpilles? Probablement. Voilà. Mais un petit peu, les a lancés un petit peu à la one again, un petit peu n'importe comment. Il a été très surpris. Ceci dit, Falco, bon, voilà, il vient de prendre une sévère tannée. Et il est plus vu. Et il peut reprendre le cap tranquillement. Mission accomplie pour l'instant. Il a sorti un DD ennuyeux, on va dire. Et il cap B, ce qui va faire que leur équipe a deux caps. Ils ont exactement le même type de frag. Hein. Un croiseur, un destroyer. Là, il est dommage, il n'a pas le temps de tirer sur le Fiji. Il aurait pu le sortir. Lequel Fiji s'attaque à un Émile Bertin et lui met une torpille au but. Est-ce que l'Émile Bertin... Voilà, il y a un petit coup à la sournoise, ça c'est du Falco. Ah, la morale est sauve. L'Émile Bertin qu'il a eu. Allez, Falco, il est terrible.
Il faut pas gâcher. Il faut pas gâcher. Un ennemi, quand il lui reste même 100 points de vie, faut pas. Non, il finalise, lui. Donc, 2 points de cap. L'équipe est bien partie. En termes de victimes, c'est du 3-3, avec c'est exactement une égalité parfaite. 2 croiseurs, un torpilleur de tuer, c'est parfait. L'égalité. Ce sont les points de cap qui font la différence. Alors je sais que Falco a vu qu'il y avait un navire derrière les îles, là. Moi aussi je l'ai entreaperçu. Probablement un croiseur, mais j'ai pas vu assez vite ce qui c'était. Le Kongo est à l'autre bout. Les ennemis n'osent pas pousser. Ceci dit, il y a 4 navires hein, autour de A. Donc il reste l'aigle qui était autour de A justement. Et il y a c'est Polo ou machin qui est dans A. Alors que de l'autre côté, c'est étonnant, la division ne travaille pas du tout de concert. Ils ont occupé ils occupent les 2 flancs. Et Falco est entre les deux. Il a vu le Königsberg. Il le spot pour l'instant, il essaye de deviner sa course. Pas oublier que le Königsberg a un très bonne cadence de tir et en plus des torpilles. Voilà, il est repéré et là, il va falloir qu'il accélère. Ouais, il accélère, il a mis le... Ah non, c'est le boost. Il a pas mis le boost. Si, il a lancé le boost. Là, il torpille en espérant que le Königsberg va se mettre en marche avant. Manque de peau, il se met en marche arrière. Et là, on voit très bien la puissance du Mahan, du Farragut, pardon, sur un croiseur de flanc. Alors, c'est un Königsberg. Hein. Ce serait un York, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Mais là, 2 citadelles. Et ça, c'est mais le malheureux Königsberg n'arrive pas à viser. Il ne sait pas où tirer. Il attend que le Mahan apparaisse, manque de peau. Voilà comment sortir un Königsberg en quelques salves. Ça, c'est la puissance de ces contre-torpilleurs américains. Ils sont dans leur smoke. Il avait encore 80 secondes de rab. T'es tranquille. Le Königsberg a commis l'erreur de s'arrêter, d'attendre. C'est comme une victime résignée. Ceci dit, il y avait aussi le machin chien sur le Normandie qui était en train d'avoir une solution de tir. Donc 4 à 4. Ils ont perdu un cuirassé. Polon est en train de s'enfuir de A parce que sur A, l'ennemi a réussi quand même à pousser et à rentrer dans A en force. Donc Polon est obligé de s'enfuir. Et les 2 autres qui sont avec lui s'enfuient aussi, mais vers le sud. Donc là, de ce côté-là, autour de A, comme on peut le voir, le flanc de l'équipe alliée de Falco est complètement désorganisé. Polon réussit à s'enfuir, devrait être relativement à l'abri. En tout cas, à l'abri des tirs ennemis. Mais il y a le York qui lui tire dessus. Ouais, les autres, Colorado, il va sortir, il va se mettre... Il risque de se faire voir, il court un gros risque là. Le Normandie a vraiment pris très cher. Donc Falco, ouais, dans 40 secondes, il récupère son nuage de fumée. Est-ce qu'il aura le temps d'arriver jusqu'à Polon avant que Polon ne soit coulé? Peut-être réussir à sortir le York à la paix. Effectivement, ils ont dû faire mal. Pas mal. Voilà. Il a sauvé la vie de Polon, peut-être provisoirement, mais il lui a donné un répit. Et là, on voit qu'il s'approche à toute allure de Polon. Je pense son projet, c'est de lui mettre un nuage de fumée. Il est repéré, donc il y a l'aigle quelque part. Non, il y a... Non, ouais, ben, c'est ce qui était, hélas, prévisible. Il avait perdu vraiment trop de vie. Il est plus repéré, donc il va l'être. Parce qu'il y a un Char North qui rentre dans
cercle de détection. Donc là, je suppose qu'il va recueillir les survivants. Voilà, il s'arrête pour recueillir les survivants. C'est très roleplay, bravo Falco. C'est un humaniste, Falco. Accessoirement, si l'aigle torpille côté gauche, la carcasse de Poulon, si j'ose m'exprimer ainsi, le protégera. Donc Falco va peut-être, oui, va peut-être décider d'aller torpiller en fourbe. Ah oui, mais là il se fait voir. Là c'est bon, oui. En même temps, le temps que les cuirassés tournent leur tourelle, il sera repassé, furtif. L'aigle a été coulé. J'ai pas fait attention quand, mais il est coulé. Donc là, pour l'instant, la partie semble bien engagée. Non, il ne va pas couler les cuirassés qui sortent dans A. Il va plutôt aider Bachinchin qui est en train d'opérer une retraite prudente. C'est vrai que un char nord, un Colorado, un Normandie, c'est peut-être un peu beaucoup pour le sol Normandie de Bachinchin. En termes de dégâts, c'est pas énorme. Ce qui est intéressant, c'est que tactiquement, il aura été le roi du centre. Il aura spoté, maintenu le contact avec des ennemis. Donc après, si ses partenaires n'en profitent pas, c'est autre chose. Hein. Enfin, grosso modo, ils vont, semble-t-il, réussir à en profiter. Là, Charnor a sorti un Omaha. Logique, on va dire. Il était tout en haut. Un petit peu perdu. On le voit, il était en BB7. Un peu tout seul. Et puis surtout, pas du tout à l'abri. Il y a 3 navires en sud, 3 navires verts qui, bon, je ne veux pas dire qu'ils s'enfuient, il y en a 2 qui s'enfuient face au seul Kongu. Le Kongu s'est un peu fait abandonner par son collègue là, du Bayern là, qui remonte. Donc Falco va peut-être tenter un petit torpillage en fourbe, non. Le Kongu est trop bas en vie et le temps que ces torpilles arrivent au but, ouais. Le temps que ces torpilles arrivent au but, ça n'a pas de sens. Par contre, le Bayern, lui, ça peut être intéressant. Voilà, le Nagato a sorti le Kongu. Ils sont plus que 4 cuirassés. Et là, il attend d'avoir l'info sur le Bayern qui est là. On le sait. Il est par là. Est-ce que le Bayern va à nouveau... Voilà, le Bayern a à nouveau changé de trajectoire. Il repart vers le sud. Et il détecte. Mais le temps qu'il tourne ses tourelles, je ne sais même pas s'il détecte. Là, il y a, comment dirais-je, des adversaires qui, dans le chat général, demandent à leurs alliés Bayern pourquoi le Bayern campe. Bah évidemment. Et celui qui râle, ça doit être le Kongu. Je verrais bien le Kongu, moi. Voilà. C'est le Kongu qui vient de se faire couler. Le Kongu qui espérait l'appui du Bayern pour attaquer au sud, chez les Rouges. Et le Bayern, lui, qui a fait demi-tour. Et maintenant, il a refait demi-tour. Et maintenant qu'il est tout seul, ben... Là, effectivement... Ah, oui, donc Falco qui n'avait pas mis le réticule, qui n'avait pas sélectionné la cible. Là, il est pris par les secondaires. Mais ça risque de faire très très mal en termes de dégâts. Le Bayern, là, est-ce qu'il va tourner? Est-ce qu'il aura... Non, il va avoir du mal. Hein. Non, pas de la bataille. C'est dommage, le torpille était belle. De retour au port avec le Farragut. Alors, on regarde tout de suite les écrans de la bataille. Falco, quand il m'a fourni ce gameplay, était parfaitement conscient qu'il n'avait pas fait des folies en termes de dégâts. 39 783. 60 coups au but. Il a surtout attiré mon attention, et ça je suis assez d'accord avec lui, sur le fait qu'il a tenu un rôle stratégique intéressant en tenant le centre, en se rendant maître du centre. Il a tout simplement obligé les ennemis à être assez loin de ce centre, parce qu'ils craignaient qu'ils viennent au milieu de leur ligne pour les torpiller. Donc ça les a obligés à se rendre prudents, voire même à partager leur ligne un petit peu. C'est vrai que l'importance de sa victoire contre l'autre Farragut prend toute son ampleur une fois qu'on analyse la bataille
a posteriori. Alors, 60 coups au but, une seule torpille au but pour une inondation, une base capturée. Néanmoins, 60 coups au but, c'est 7 citadelles. C'est impressionnant, même si c'est sur un Königsberg. Il n'y a pas de petit profit. Il est quand même, il finit largement premier. D'ailleurs, vous verrez que voyez que les membres du clan, tous les trois, sont dans les 4 premiers, avec plus de 1000 points. Polon, même si c'est le seul du clan à avoir été coulé, est second. Falco a probablement bénéficié, on va le voir aussi dans le reste des écrans, a peut-être bénéficié aussi, je regarde, dégâts grâce à votre détection 9000. Par contre, il a tanké pas mal, 535 000. 60 points de bonus, de points de capture sur 180. Il a parcouru 63 km en restant au centre. Oui, il a beaucoup bougé, il a fait l'essuie-glace. Ensuite, en termes de dégâts, il a coulé le Königsberg. Il a coulé le Farragut, bien sûr. Et il a coulé le York. Oui, c'est vrai qu'il a fait 3 kills. Ben oui. Obus explosif 15. 52 en perforant. 27 000 de dégâts. Sa seule torpille a fait 6780 de dégâts. Vous voyez que c'est vrai que c'est pas des dégâts énormes, hein, clairement. Donc sa première place, on peut la situer plus dans... elle est dans les dégâts qu'il a causés, certes, mais aussi les navires détectés, les points de capture, les dégâts potentiels. Et ensuite, mais ça, c'est pas quantifiable par le jeu, je ne crois pas. L'importance stratégique de son mouvement en termes comment dirais-je, en termes d'occupation des sols, on va dire, au centre de la carte, ce qui est tout à fait remarquable. Voilà, on en finit avec cette vidéo qui avait pour but de vous montrer le type de gameplay. Si vous avez regardé les précédentes vidéos sur les destroyers que j'ai pu faire, là on illustre bien, clairement, comment jouer les contre-torpilleurs américains, à la différence des contre-torpilleurs japonais, beaucoup plus sournois, beaucoup plus fourbes, mais beaucoup plus axés sur la torpille. Là, les Américains, bon, c'est vrai qu'il arrive de faire des parties où on torpille beaucoup. Je l'ai montré avec le Nicolas, mais c'était un petit côté un peu pour le fun sur la fin. J'ai cherché vraiment à mettre des torpilles au but parce que c'était mon propos, mais j'aurais pu m'abstenir et je pense que j'aurais fait un peu moins de dégâts. Je serais resté dans le roleplay du Nicolas. J'aurais pas attaqué comme ça le dernier cuirassé. Mais bon, voilà, c'était juste parce que j'avais envie de montrer ce qu'on pouvait faire à la torpille. Le Farragut, lui, et Falco, c'était plus pour montrer l'importance stratégique que peut avoir cet emplacement sur cette map et aussi les dégâts que peut faire, et ils sont considérables. C'est exactement le même armement. Le Nicolas et le Farragut, c'est exactement le même armement en termes de canon. C'est des 127 et ils ont le même nombre de canons et le même calibre. C'est en termes de torpilles que le Nicolas est beaucoup plus gêné puisqu'il a 2 sets de chaque côté, alors que le Farragut c'est 2 sets de 4 qui peuvent tirer du même côté. Voilà. Les torpilles sont différentes, elles sont un peu plus rapides côté Farragut que côté Nicolas. Et ensuite, la détection, le Nicolas est plus furtif forcément que le Farragut qui est plus haut et plus grand. Voilà, je pense que j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le gameplay et sur la stratégie à adopter si vous mettez au contre-torpilleurs américains. Je trouve dommage que les contre-torpilleurs américains soient un petit peu délaissés au profit des Russes, voire des contre-torpilleurs allemands, dans la mesure où je trouve que Farragut, Nicolas, Farragut, Mann, tiennent largement, très largement leur partition dans ce genre de partie, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de contre-torpilleurs dans le jeu, pas assez de torpilleurs purs, et c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà quoi, c'est un choix artistique, on va dire, et c'est vrai qu'en termes de contre-torpillage et de tactique de contre-torpilleurs, on joue pas tout à fait les Américains comme on pourrait jouer les Allemands ou les Russes. Encore que Américains et Russes, ça se ressemble beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.